Bonjour les amis. En écrivant ma petite chronique sur le masque l'autre jour, il m'est soudain apparu qu'il fallait que je vous parle de Francis Bacon. Exercice éminemment difficile, de par la complexité de cet artiste, tout ce qu'il faudrait dire pour essayer de, peut-être même pas de comprendre, mais d'approcher sa peinture. Difficile aussi par l'impact que ces peintures ne manquent pas de produire lorsqu'on les découvre, par la manière dont elles vont nous toucher avec une certaine violence. Mais je me lance tout de même et je vous présente cet autoportrait de 1976 qui est conservé à Marseille au musée Cantini. Vous pourrez donc aller le voir si cela vous intéresse. Francis Bacon naît en 1909 à Dublin et meurt en 1992 à Madrid. C'est un enfant maladif que son père maltraite et qu'il rejettera lorsqu'il découvrira son homosexualité. En 1927 à Paris, il connaît un véritable choc culturel face au massacre des innocents de Nicolas Poussin. Il est fasciné par ce qu'il définit comme le plus beau cri de toute la peinture. Il est extrêmement concerné aussi par les tableaux de Picasso. L'œuvre du photographe Muybridge, décomposant les mouvements d'êtres humains ou d'animaux, le marque aussi profondément. C'est un artiste complètement autodidacte qui va se situer à la rencontre de plusieurs mouvements artistiques, cubisme, surréalisme, expressionnisme. En 1934 se tient sa première exposition à Londres, mais c'est un échec et Bacon pense arrêter la peinture. En 1936, il est également refusé par l'exposition internationale du surréalisme organisée par André Breton. En 1941, déclaré inapte au service militaire, il revient à Londres et détruit alors tout son travail, ne conservant qu'une dizaine de toiles. En 1945, il peint 3 études de figures au pied d'une crucifixion et provoque le scandale. Le tableau d'une grande violence expressive choque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des images d'horreur que celle-ci a laissées. Il commence alors une nouvelle série, les fameuses séries de têtes, s'inspirant notamment de Velázquez pour sa série des papes. Je vous suggère d'aller chercher les différentes peintures concernant Jules II notamment. À partir de 1950, la figure humaine devient le sujet principal de ses œuvres. Il porte un intérêt particulier pour le visage qui condense l'expression du modèle. Sa première exposition à Paris a lieu en 1957. Au long de sa carrière, Bacon affine son style et délaisse les images de violence crue de ses débuts pour préférer, d'après son expression, peindre le cri plutôt que l'horreur. Alors que voit-on ici ? Il s'agit d'un autoportrait. Le visage se détache en grands aplats de couleurs contrastant avec le fond d'un gris presque noir. Aucune perspective, ni ouverture, ni élément de décor, le visage semble flotter, surgi de nulle part, ou peut-être d'une sorte d'inconscient du peintre. Le visage est traité avec des couleurs qui vont de l'ocre sur le côté droit du visage éclairé, passant par un dégradé de bleu au centre, notamment sur le nez, et jusqu'au gris très foncé dans la partie gauche du visage qui se fond dans l'ombre. La lumière qui éclaire le personnage arrive d'en haut à gauche, c'est une lumière presque zénithale, comme un spot dirigé en plongée sur le personnage, suivant un trait de lumière qui passe par le front et le nez, avec des traits d'un blanc presque pur. C'est un visage meurtri, abîmé, presque cadavérique, comme s'il avait reçu des coups, une sorte de gueule cassée. Le travail au pastel sur huile ajoute un grain épais qui donne une texture presque douloureuse de peau à vif. La joue droite du personnage est comme enfoncée, tandis que la gauche présente une sorte de cavité sombre d'un noir bleuté qui entame la joue, lui ôte une partie de sa substance. La bouche et l'œil gauche sont barrés de griffures blanches qui font penser à des points de suture qui fermeraient ces orifices, barrant l'expression verbale et une partie de la vue. L'œil droit, à la paupière demi-fermée, regarde dans le vide, dénué d'expression, dans une sorte de regard intérieur à l'écoute de la propre perception de lui-même qu'il nous donne à voir. Cet autoportrait est le reflet de ses angoisses, drames et obsessions douloureuses. Humain, trop humain, pour reprendre l'expression de Nietzsche.
La monstruosité de ces portraits vient-elle d'un surplus ou d'un déficit d'humanité? La déformation qu'il impose à ses traits, reflétant pourtant la réalité de son visage, je vais vous le montrer. Voilà, on le reconnaît quand même. Donc la déformation qu'il impose à ses traits, floutant les contours, effaçant des parties, brouillant des surfaces, engendre une sorte de perte d'identité, la subjectivation s'effaçant sous la pulsion des émotions qu'il ne peut contenir. Pour Bacon, la violence qu'il exprime passe par ses choix plastiques plutôt que par les sujets. Deleuze parle de la zone de chaos qu'il introduit dans la représentation sous l'action des forces chaosmiques internes dont l'intensité agite et ébranle les traits. On peut avoir l'impression qu'une main gigantesque a malaxé, écrasé, broyé ce visage, peut-être comme Bacon lui-même a été broyé par son père qui espérait le transformer, le faire autre. Bacon explique que le portrait permet ainsi de rendre visibles des forces qui ne le sont pas, en poussant les visages jusqu'à leur point le plus vivant. Ce point le plus vivant qui pour nous apparaît comme quelque chose qui relève d'une presque mort. Alors perte d'identité ou identité retrouvée, car libérée du masque illusoire de l'identité quotidienne, Bacon propose une vision troublante et dérangeante, suscitant à la fois fascination et rejet défensif. L'identification de la personne, ici le peintre lui-même, je vous le remontre, est à la fois immédiate et pourtant précaire et vacillante, suscitant un sentiment d'étrangeté, d'effroi devant ce que nous ne montrons pas en principe, entraînant un trouble de la reconnaissance qu'induit le flou de l'image reflétée et de ce fait nous renvoie à la question de l'identité. Cette identité suggérée semble toujours en instance de se transformer par le mouvement de déformation qui la pousse constamment vers une autre forme, dans ce que Sylvester nommait l'interrogation radicale de Bacon. Alors bien sûr, je ne veux pas dire que le port du masque entraîne quelque chose d'aussi douloureux, heureusement, mais bien évidemment il nous transforme et transforme la personne qui est en face de nous, modifie ses expressions, lui ôte un peu de son identité, entraîne une nouvelle manière de se reconnaître et d'entrer en communication, génère de l'angoisse en découvrant qu'on ne comprend plus tout à fait ce que l'autre ressent et tente d'exprimer derrière son bâillon, et qu'on est nous-mêmes empêchés d'utiliser les outils de communication habituels de notre visage, à part le regard, mais qui, privés des autres outils du visage, perd de son expression. Mais enfin bon, ça devrait être temporaire, souhaitons-le. Bonne journée les amis.